Face à Face. Vous êtes sur Sud Radio, il est 13h04 avec Perico Légas. Vous nous appelez au 0826 300 300. Aude Saint-Hilaire prendra vos appels parce que je pense que vous aurez beaucoup de questions à poser à la personne que je reçois, à la personnalité que je reçois. Il s'agit de Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Il a un nom à consonance plutôt méridionale, mais il est élu des Hauts-de-Seine. C'est pas qu'un sénateur, c'est une personnalité, c'est un personnage. Je veux juste rappeler, monsieur le sénateur, que vous êtes le petit-fils d'Albert Ouzoulias, grande figure de la résistance, qui était le chef de Méliné Missak Manouchian, l'affiche rouge, voilà. Votre papa également était aussi un militant communiste, adjoint au maire de Champigny-sur-Marne. C'était déjà ou encore Georges Marchais ou non? C'était la ville de Georges Marchais. C'était la ville de Georges Marchais. Voilà. Et le troisième, voilà, c'est vous le troisième personnage. Et vous êtes aussi engagé au Parti communiste français, très fièrement. Vous revendiquez votre étiquette communiste. Alors un peu tardivement en 2000. Et comme vous dites, j'ai pas toujours été en accord avec la ligne du parti. J'ai peut-être fait un petit peu de libre pensée. Je suis loyal, mais très indépendant. Voilà. Donc, je vous invite aujourd'hui sur Sud Radio parce que au départ, vous êtes quelqu'un qui a pris position sur la laïcité. Or, nous avons célébré le 120e anniversaire de la loi de 1905, et puis on fera un petit tour avec vous de l'actualité qui est riche et fournie, budget, agriculture, stabilité politique et orientation gouvernementale. On commence tout de suite par, comme c'est chaud, l'agriculture. Vous êtes solidaire évidemment de la DIDRES, de la DIDRES agriculture, des agriculteurs. Je suis petit-fils d'éleveur. Vous avez dit que mon nom avait une consonance méridionale. Ma famille est originaire de la Haute-Corrèze, pays d'élevage, là où on élève dans le Limousin, la limousine. dans le Limousin. Et le risque, c'est que un jour il n'y ait plus du tout d'élevage français et que nous consommions de la viande qui arrive d'ailleurs, élevé dans des conditions qu'on ne connaît pas. Ça sera un drame gastronomique, ça sera un drame alimentaire, surtout, bien sûr, alimentaire pour ces pays, parce que s'il n'y a plus d'agriculture dans certains départements de France, il n'y a plus rien. Et les paysages vont se refermer. Dans la commune d'où est originaire ma famille, il y a déjà 80% de forêt. Il n'y a plus d'agriculteurs. L'espèce à protéger aujourd'hui, c'est surtout l'agriculteur. Voilà, je pense que ça, c'est fondamental. Donc il faut les aider, il faut absolument les aider. Vous considérez que ces orientations gouvernementales sont au service, en fait, la finalité, c'est l'intérêt des profits, ce sont des intérêts financiers. On sait que la FNSEA, qui est le syndicat quand même du productivisme, est derrière. Il y a quand même une connotation politique derrière cette décision d'affaiblir, ça c'est pas une décision volontaire. Enfin, on affaiblit l'agriculture, une certaine agriculture. Oui, une certaine agriculture. Je pense que fondamentalement, il faudra avoir une vision critique sur la mondialisation. La mondialisation n'est pas nécessairement heureuse. La mondialisation, c'est ce qui a provoqué la fermeture en très grand nombre de nos usines, et c'est ce qui aujourd'hui fait la ruine de nos paysans. Donc à un moment donné, il faudra mettre sur la table la discussion politique d'une nouvelle forme de protectionnisme. On est d'accord que nous mettons sur le marché international, à partir de l'acte unique de 86, si cher à Jacques Delors, une agriculture qui n'est pas protégée contre ce marché qui est totalement faussé, qui n'est pas du tout loyal et qui n'est pas libre. Exactement. On met en concurrence nos paysans qui doivent respecter des normes, et très souvent, vous avez parlé de fromage tout à l'heure, les AOP, c'est une très bonne norme, c'est ce qui protège un savoir-faire, mais on les met en concurrence avec d'autres agricultures extrêmement industrielles, extrêmement chimiques, extrêmement subventionnées parfois, et bien évidemment, ils ne peuvent pas résister, donc on va les faire crever. On attendait aussi peut-être que l'Europe, au départ, communauté économique européenne, le fameux marché commun, la préférence communautaire, on a l'impression que l'Europe, elle protège pas du tout nos agriculteurs. Non, mais elle protège ni nos agriculteurs, ni nos voitures, ni nos industries. Et en matière de défense et en matière de diplomatie, aujourd'hui, je ne vois pas quel jeu elle joue. On est pris en tenaille entre d'un côté Trump et Poutine. Je crois qu'il faut se ressaisir. Il faut se ressaisir et réaffirmer d'abord la primauté de la nation. Vous avez cité ma famille.
On s'est battu, ma famille, certains de ma famille sont morts pour défendre une certaine idée de la France, de la République, de la nation. On peut revenir à ça, et ça n'empêche pas d'avoir des coopérations européennes. Les deux ne sont pas antagonistes. Bon, je pense que la prise de conscience nationale sur la précarité de notre agriculture est totale. À gauche comme à droite, les communistes sont aussi j'allais dire, des élus proches de la paysannerie, parce qu'on a toujours dit, oui, le monde paysan rural est plus conservateur, mais il y a eu des départements communistes comme la Corrèze, comme l'Allier, on se souvient, président du Conseil généraux. Voilà, tout à fait. Donc, la cause paysanne n'est pas une cause étrangère à l'idéal communiste. Elle est fondamentale. Bon. Alors, on va aborder un sujet qui nous a un petit peu étonné de votre part. Je me doute que vous êtes très attaché à la laïcité. Oui. C'est pas le problème. Oui. Vous avez apporté un petit bémol en faisant une déclaration. Vous avez dit que voilà, il fallait pas que la laïcité soit une police des consciences. Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et je pense qu'il faut revenir à ce qu'était la loi citée, la loi de 1905 au moment de la séparation des églises et de l'État. La loi de 1905, c'est la neutralité religieuse de l'État, la neutralité des collectivités, la neutralité des agents publics. La loi de 1905 ne vise pas à abroger, interdire, supprimer, invisibiliser toute expression religieuse. La laïcité, ça n'a jamais été ça. Elle fait la différence entre la sphère privée et la sphère publique. Il y a une différence, bien sûr, entre la sphère publique et la sphère privée, mais vous savez, dès 1905, juste après le vote de la loi, il y a eu des maires qui ont interdit le port de la soutane dans leur commune. Oui. Dans le Val-de-Marne, par exemple, c'est le cas du Kremlin-Bicêtre et d'autres. Et tout de suite, Aristide Briand, qui est le rapporteur de la loi de 1905, a bien expliqué que non, la laïcité, ça n'était pas bannir toute forme d'expression religieuse. Non, mais là, monsieur le sénateur, il s'agit de dire que les jeunes filles ne peuvent pas rentrer voilées dans l'enceinte de la classe, dans une école de la République. Nous sommes d'accord, là-dessus vous êtes d'accord. Mais moi j'ai défendu la loi de 2004 et je vais plus loin. Et je vais là où malheureusement la droite ne me suit pas. Moi je pense que si le voile doit être interdit dans les écoles publiques, il doit l'être aussi dans les écoles privées confessionnelles. Il n'y a aucune raison qu'on accepte que les jeunes filles soient voilées dans les écoles conventionnelles. Mon collègue, le sénateur Retailleau, dit que le voile islamique, c'est l'étendard de l'islamisme. Oui. Voilà. À ce titre, il est tout à fait normal, selon lui, de l'interdire dans les écoles publiques. Dans la rue, ça vous choque pas. Ça, vous n'êtes pas pour l'interdiction totale du voile, ça, on est bien d'accord. C'est anticonstitutionnel. Le Conseil constitutionnel l'a déjà dit plusieurs fois. En revanche, quand au Sénat, je dépose un amendement pour interdire le voile dans les écoles privées, la droite, dans sa totalité, vote contre, en considérant qu'il faut préserver une espèce, ce qu'ils appellent une laïcité ouverte, moi je ne sais pas ce que c'est, au sein des écoles conventionnelles. Il y a là quelque chose qui n'est pas logique et qui n'est pas cohérent. Moi je suis pour la laïcité, mais partout. Et les écoles privées sont subventionnées à 80% par l'État. Je ne comprends pas pourquoi, là, on accepterait que le voile y soit présent. Vous partez du principe que là où il y a un enseignement, une transmission du savoir, la laïcité s'applique indistinctement, que ce soit public ou privé. Exactement. Est-ce qu'il y a quand même, j'allais dire, entre guillemets, des territoires où vous l'acceptez? Est-ce qu'une école dite religieuse proprement dite, là, vous estimez que peut-être ils ont le droit, mais attention, c'est pas subventionné par l'État. Mais quand c'est pas subventionné par l'État, oui. Malheureusement, je dis malheureusement, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'on sait très bien que dans les écoles sous contrat, il n'y a pas toujours un grand respect de la liberté de conscience, de la liberté des individus. Et malheureusement, ce ne sont pas les écoles qui aujourd'hui sont les mieux surveillées par l'État. Alors, voilà, c'est un regret. Quand vous dites qu'elle ne peut être une police des consciences, vous l'affaiblissez quand même, ce concept. Vous avez l'air de dire qu'elle est appliquée de façon abusive dans certains cas. Non, ce que je ne veux pas, c'est que demain l'État considère que c'est à lui de dire ce que doit être l'observation de la religion. Pour les catholiques, pour les musulmans ou pour les juifs. Ça, c'est le respect du fort intérieur, de la conscience de chacun. Et je ne veux pas que l'État rentre dans la gestion des consciences. C'est ce qu'on a reproché au régime totalitaire, à raison, et c'est un communiste qui vous le dit.
Voilà. On ne peut pas rendre les gens heureux malgré eux. On ne peut pas leur imposer une forme de pensée religieuse, politique, etc. Là-dessus, il faut strictement respecter la liberté individuelle. Et de nouveau, c'est un communiste qui vous le dit. Nous sommes avec Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine. Nous faisons un large tour d'horizon. Là, on a débattu sur la laïcité. On va encore y revenir un petit peu et puis on verra le reste de l'actualité avec le point de vue de cet élu libre penseur. Vous nous appelez au 0826 300 300. Aude Saint-Hilaire attend vos questions pour interpeller le sénateur qui se fera une joie de répondre à vos questions. À tout de suite. Nous sommes avec Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine, qui assume son communisme, je vais dire, de bon cœur et en toute liberté, parce que vous n'êtes pas un apparatchik aux ordres des consignes du parti. Oh, Fabien Roussel est un secrétaire national très ouvert aussi. Voilà. On partage beaucoup de choses. Moi, j'ai connu Segui, j'ai connu à la CGT Krasuki, Georges Marchais au Parti communiste. Il y a eu Maurice Thorez. Il y a une évolution du communisme aujourd'hui. Je crois que vous êtes... alors, on peut ne pas vous aimer, on peut considérer que vous avez quelquefois des lectures très, très sectorielles, mais vous êtes quand même le reflet d'une souffrance. S'il y a encore des élus communistes en France, c'est la souffrance, c'est le témoignage d'une souffrance, d'un malaise dans la population. Oui, d'une part, et puis je crois que au-delà... on incarne une certaine idée de la France, parce que si la France elle est ce qu'elle est aujourd'hui, on a notre part. On a notre part, vous avez évoqué mon grand-père, le colonel André. Albert Ouzoulias dit colonel André. Voilà, 1945, c'est quand même cette alliance tout à fait incroyable entre communistes, gaullistes, pour mettre en place des choses qui nous sont chères, la sécurité sociale, les nationalisations, etc. Donc on fait partie, quelque part, du patrimoine de ce pays, et ça c'est une grande fierté. Avec ce petit moment de confusion historique, parce qu'il y a le pacte germano-soviétique en août 1939, le Parti communiste français est évidemment tenu de respecter les engagements de Moscou et de Staline, et là on a un moment de malaise jusqu'à l'opération Barbarossa du 22 juin 1941, et là le Parti communiste qui était dans l'ambiguïté. On se souvient que Jacques Duclos avait demandé à Otto Abetz la reparution de l'humanité, et là on bascule dans le parti des résistants, les FDP, le Front National, qui était le nom du Parti communiste dans la résistance, et le Parti des résistants, qui ont payé cher. Je veux vous dire, la période août 39, juin 41, d'accord, il y a peut-être débat, elle aura été payée cher par les communistes. Oui, après dans la résistance. Mais alors vous voyez, quand vous prenez l'histoire de mon grand-père, donc il se bat sur la Somme, il est fait prisonnier, il est envoyé dans en 40, on parle de 40. Il est fait prisonnier, envoyé dans un stalag, il s'évade. Il s'évade bien avant l'attaque contre... Donc il aurait pu, à ce titre-là, dire, bon, moi je suis pas en guerre, c'est une guerre capitaliste, c'est ça, voilà. Il s'évade pourquoi ? Parce qu'il est nourri par tout un idéal républicain français. Et donc quand il s'évade, c'est pour aller libérer la France. Et il pense à la France avant de penser à l'Union soviétique. Il y a encore du Jean Jaurès en lui. Mais bien sûr. La rupture de 1920, c'est où Jaurès s'est-il trouvé. Et moi, je me souviens, dans la maison familiale en Corrèze, le grand-père prenait les œuvres de Jaurès et déclinait comme ça les œuvres de Jaurès. Moi, je suis fondamentalement jaurétien. Donc, on vient de parler de la laïcité. Quand vous relisez ce que Jaurès a écrit sur la laïcité, c'est d'une actualité absolue. Absolue. Il n'y a rien à enlever. Alors quand à droite, et pas seulement qu'à droite, des gens vous disent mais comment on peut encore utiliser le terme communiste avec tout ce que le communisme suppose comme crime contre l'humanité, Staline, Pol Pot, bien sûr le goulag, on a envie de dire bon d'accord, en face il y a eu la même chose. Est-ce qu'on peut être aujourd'hui communiste en se libérant de ces épisodes douloureux, tragiques de l'histoire fait au nom du communisme? Vous dites quoi? Non, c'était pas ça le communisme. Oui, bien sûr, c'était pas ça. Est-ce que l'Inquisition, c'est les évangiles? Non. Non plus. Bon. Non plus. Mais je pense que ce qui a été fait au nom du communisme nous donne aujourd'hui une responsabilité supérieure par rapport à la démocratie. En considérant que, c'est ce que disait Jaurès d'ailleurs, il ne peut pas y avoir de socialisme. Moi, je porte encore un projet socialiste. Vous êtes d'abord socialiste, on est d'accord. Fondamentalement. Bien sûr. Fondamentalement. Je porte un projet socialiste qui peut se réaliser que par la démocratie.
Ah, et ça, c'est essentiel. Hein. Et ma critique de ce qui a pu se passer en Russie puis en Union soviétique, c'est celle-là. C'est que au moment de la prise du pouvoir par les soviets, ils ne pensent pas à la démocratie. Nous avons un tout autre héritage, c'est celui de 1789 et de la Grande Révolution, que les Russes n'avaient pas. Et ça, c'est quelque chose qui nous change profondément. Et je reste profondément attaché à ce qu'a été l'esprit de 1789. Pour autant, le principe du centralisme démocratique tel que le définissent les codes du Parti communiste impose que le parti applique la dictature du prolétariat. Bah, puis aujourd'hui, hein. Oui, non, mais je suis d'accord. Puis aujourd'hui, voilà, hein. c'est cette interprétation que vous mettez en cause. Comme tous les autres partis, avec une grande diversité d'expressions. Dans les derniers moments, vous regardez, y compris sur les négociations municipales, tout le monde fait à peu près ce qu'il veut. Hein. Le Parti communiste tel qu'on l'a connu dans les 50, 60 et jusqu'au début des années 70, celui-là, il n'existe plus. C'était celui de Maurice Thorez. Bon, va le décrocher, c'était encore peut-être une déjà, ouverture. Ça a changé un peu. On a eu des partis communistes d'ouverture avec Enrico Berlinguer, Santiago Carrillo en Espagne. Bien sûr. Il y a eu des évolutions. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. L'eurocommunisme a été quelque chose de tout à fait essentiel. Ouais, la France est restée plus orthodoxe. Hein, quand Georges Marchais dit le bilan de l'Union soviétique est globalement positif depuis Moscou, ça fait un malaise quand même. Elle a fait 3 pas en avant et 2 pas en arrière sur l'eurocommunisme. Pour autant, aujourd'hui, Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine, se satisfait de ce qu'on appelle la démocratie bourgeoise dans laquelle nous sommes, libérale. Alors moi, je l'appellerai républicaine. La démocratie républicaine. Enfin, bien sûr, non, mais on est bien d'accord qu'elle est républicaine. Mais à vos yeux, voilà, c'est un système libéral, d'économie de marché, et avec un système démocratique. Finalement, vous y faites. Et si un jour vous arrivez au pouvoir, vous avez été 2 fois au pouvoir, au gouvernement, en 81 et en 97. Et on est prêt à y retourner. Avec des ministres qui ont laissé de très bons souvenirs. Dans un gouvernement de gauche, demain, moi, je me sentirais bien en fonction du programme. Hein. Bien sûr. Faut travailler sur le programme d'abord. Hein. Alors justement, mettons un petit peu les pieds dans le plat de ce que la gauche est devenue. Il y a, après la dissolution, cette incroyable initiative de la reconstitution du nouveau Front Populaire. C'était la NUPES, le nouveau Front Populaire. Ça marche. Vous arrivez, donc, c'est vous arrivez en tête aux élections législatives, même si vous n'avez pas la majorité absolue. Et loin de ça, on le voit bien à l'élection du président de l'Assemblée nationale, Monsieur Chassaigne fait quand même moins de voix que Madame Braun-Pivet. Très peu, mais bon, vous n'aviez pas la majorité. Aujourd'hui, on a l'impression, lorsque l'on voit les débats entre Monsieur Mélenchon, Monsieur Bompard, Monsieur Faure, Madame Tondelier et Fabien Roussel, qu'il y a un petit peu de rififi. Est-ce qu'il y aurait d'eau dans le gaz dans le nouveau Front Populaire? Je pense que sur beaucoup de sujets, nous sommes en phase. Hein. Est-ce que c'est insurmontable? Sans doute pas, mais il faut avoir la force, la volonté d'exprimer clairement. Je vous sens prudent là, dans votre façon de vous exprimer. On sent que vous marchez sur un terrain. Je suis sénateur. Oui. J'ai une expression sénatoriale. Parfait. Voilà. Mais il faut que on revendique nos différences. Voilà. Et moi, je suis intimement persuadé qu'entre la France insoumise et le Parti socialiste, il y a la place pour un parti communiste fier de son histoire et qui aujourd'hui représente à la fois ce que vous avez dit, une vision très jaurétienne de la République, l'indépendance nationale, la souveraineté nationale, une certaine forme de protectionnisme pour permettre une réindustrialisation de la France qui est fondamentale. On ne peut pas se passer d'industrie, on ne peut pas se passer d'ouvriers. Et ça, je pense que c'est à nous de le dire très fortement à gauche. Et puis, vous l'avez dit aussi, la laïcité. La laïcité, c'est l'héritage fondamental du Parti communiste, on ne l'affirme pas assez. Alors justement, laïcité, Maud Kofler, vous posez une question. Alors j'ai juste une question avant la laïcité très courte. Est-ce que vous vous êtes senti à l'aise, Monsieur Ouzoulias, Monsieur le sénateur, dans la NUPES ? Avec, malgré ces innombrables polémiques, cette espèce d'union contre nature quand même, entre le Parti socialiste justement et la France insoumise, qui ne partageaient pas toutes les mêmes idées, y compris sur la laïcité d'ailleurs. Contre nature, je sais pas, mais je pense qu'à un moment donné, quand on est face aux électeurs, on a l'obligation de leur présenter un programme qui n'est pas le meilleur du monde, qui est... avec beaucoup de compromis. C'est ça, qui est le plus petit commun multiple. C'est-à-dire les choses sur lesquelles on s'entend pour gouverner. Ce que nous avons fait, c'est le principe d'une coalition. Ce que nous avons fait, la droite ne l'a pas fait.
Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en difficulté. Ouais. Parce que le Cornu est arrivé sans aucune coalition, sans un moment de réflexion collective où on dit voilà notre programme, voilà sur quoi on s'engage et voilà sur quoi on votera si vous nous présentez un budget qui est conforme aux engagements que nous avons signés. Là, il y a eu un problème. À gauche, on a fait l'effort. On a fait l'effort de la coalition. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Sans doute parce que on a oublié de montrer quelles étaient nos différences fondamentales. Et pour s'unir, il faut d'abord expliquer de façon publique là où on n'est pas d'accord. Et ça, je pense qu'on ne l'a pas suffisamment fait. Les trois ailes de la gauche, les 4 composantes du nouveau Front populaire, donc il y a la France insoumise dont on parlera juste après, on va essayer de la définir. C'est pas vous n'en faites pas partie, mais est-ce qu'on peut, j'allais dire, désigner le type de gauche à laquelle elle correspond. Ensuite, on a les écologistes qui sont très à gauche. Et c'est dommage parce que l'écologie, elle transcende tous les partis. Quand je dis dommage, je ne fais pas de jugement de valeur. Je dis que Brice Lalonde était un écologiste de droite et il a fait beaucoup pour l'écologie. On a les socialistes qui sont des sociodémocrates et puis on a des communistes qui sont toujours là à leur place. Est-ce que cette composition était viable dès le départ ? Elle l'a été par le passé. Oui. Par le passé, on a gouverné ensemble. Je parle d'aujourd'hui, justement. Oui. À l'époque, oui. Aujourd'hui, je pense que la grande difficulté, c'est l'hyper-présidentialisation du système. Qui fait que quand vous essayez de rassembler des partis ensemble pour gouverner, tous pensent derrière à la présidentielle. Voilà. Et la démocratie française ne s'en sortira pas. Tant qu'elle n'arrivera pas à essayer de diminuer le rôle du président, qui est beaucoup trop présent dans nos institutions. Vous voyez que ailleurs, dans les pays qui nous entourent, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, etc., les coalitions fonctionnent parce que le président de la République a un rôle beaucoup plus annexe, beaucoup plus subalterne. Nous, le problème, c'est le présidentialisme. Ce sont des démocraties parlementaires, c'est toute la nuance avec une démocratie présidentialo-parlementaire comme la française. Vous avez raison. On continue à en discuter avec Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine, qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui parle avec franchise, clarté et qui a l'air surtout convaincu par ce qu'il dit, ce qui est très agréable. Vous nous retrouvez au 0826 300 300, vous appelez. Maude Sinclair recevra vos questions. Aude, c'est moi, Maude. Mais Maude, c'est Cofflair. Maude Sinclair, Maude Cofflair, c'est pas grave. On va y arriver. Peu importe, le sénateur répondra à vos questions avec détermination. Vous êtes avec Perico Légas sur Sud Radio qui reçoit le sénateur Pierre Ouzoulias. Nous avons des auditeurs, monsieur le sénateur, qui vous appellent, qui veulent vous parler. Et Raphaël qui est de Cachan. Alors c'est pas les Hauts-de-Seine, mais c'est pas loin. Bonjour Raphaël. Bonjour Perico, bonjour monsieur le sénateur. Voilà. Effectivement, la commune de Cachan est dans le Val-de-Marne, qui est le département dont Georges Marchais a été un élu pendant quelques années, effectivement. Absolument. Quelle question vous voulez poser au sénateur ? Alors c'est pas forcément des questions, c'est des constats. Monsieur le sénateur a évoqué la loi de 1901. 1905, la 1905. Pardon, excusez-moi. Les catholiques étaient brocardés. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'une autre religion fait sa place dans l'espace public de manière assez prépondérante, qui pose des difficultés. On s'aperçoit que les deux religions ne sont pas traitées de la même manière. Je souhaitais que monsieur le sénateur réagisse sur ce premier point. Pierre Ouzoulias. Alors, d'abord un petit rappel historique. En 1905, l'islam est la deuxième religion de l'Empire français. Déjà. Mais, donc la loi de 1905, mais pas sur la métropole, voilà, mais dans l'Empire. Dans l'Empire. Il y avait trois départements français en Algérie. On l'a oublié, avec des députés et avec des sénateurs. Et la République, en 1905, s'est posé la question de l'application de la loi de 1905, bien évidemment, aux populations musulmanes du Proche-Orient. Et elle avait décidé que la loi devrait s'appliquer. Elle ne l'a pas été. Alors pour différentes raisons, je rentre pas dans avec cette particularité du décret Crémieux qui autorise aux Juifs le statut de citoyen de la République à part entière, ce qui n'est pas accordé aux musulmans. Tout à fait. Mais dans les 3 départements de l'Algérie, jusqu'à l'indépendance, les ministres du culte, imams, muezzins, etc., sont payés par l'administration coloniale.
Il y a une forme de concordat très particulier qui fait que l'islam est une religion d'État. On l'a un peu oublié. Alors, si vous connaissez mes prises de position, et vous pouvez le vérifier, vous verrez que je ne fais jamais aucune distinction dans l'application de la loi de 1905. Jamais. Je considère toutes les religions sur un pied d'égalité et je m'oppose de la même façon aux transgressions de la loi de 1905, d'où qu'elles viennent, des catholiques, des juifs et des musulmans. Voilà. Par ailleurs, je suis athée et j'aimerais bien de temps en temps qu'on n'oublie pas les athées parce qu'aujourd'hui ils sont majoritaires en France quand même. Oui, d'autant qu'en 1905... l'Église catholique est partie prenante des institutions de la République. Bien sûr. C'est-à-dire, elle est beaucoup plus loin. Il faut se méfier aujourd'hui des tentatives de certains militants islamistes et leur vision de la République. Mais la République de l'époque, elle est co-catholique. Et donc, en 1905, c'est sortir à coups de pied dans les fesses l'Église des affaires de l'État. Tout en protégeant les cultes, quels qu'ils soient. Mais c'est de dire, voilà, la République laïque et sociale ne sera plus co-dirigée par une église, par une confession, telle qu'elle l'était, à un point qui était sociologiquement, on allait demander quasiment au curé, c'est pour qui il fallait voter. Exactement. Je vous signale qu'il y a certains endroits où ça existe encore. Oui, ça existe encore. Il y a cette phrase magnifique de Victor Hugo qui résume tout le principe de la laïcité. L'État chez lui, l'Église chez elle. Voilà. Chacun chez soi. L'État ne se mêle pas de la religion. Voilà. La religion ne se mêle pas des affaires de l'État. Il y a une indépendance qui profite à tout le monde et surtout qui est la garantie de la liberté de conscience, qui est un point fondamental. Le tout est de savoir, Pierre Ouzoulias, où commence le chez-soi. Est-ce que c'est à la piscine municipale? Est-ce que c'est à la crèche? Maud, d'ailleurs, a une question à vous poser. Oui, monsieur le sénateur, on parle beaucoup de laïcité. Vous êtes très attaché à la République, à la loi de 1905. Moi, j'ai une question. Alors, j'aimerais parler à votre conscience, mais vous allez me répondre en tant que sénateur. Comment on peut dépenser autant d'énergie dans la lutte contre le placement d'une crèche dans une mairie ou dans l'espace public, et en même temps ne pas s'indigner quasi du tout de voir des jeunes filles voilées, vous en parliez tout à l'heure. Moi, c'est cette espèce de demi-mesure morale, de conscience morale qui m'embête un peu. Il y a deux choses sur le voile. Et vous pouvez lire d'ailleurs ce que j'ai écrit dans Marianne récemment. Le voile, qu'il soit juif, catholique ou musulman, parce que les trois religions d'Abraham ont la même utilisation du voile pour les femmes. Le voile, c'est la façon de montrer que la femme doit être soumise à l'homme. C'est un instrument du patriarcat. Dans la religion catholique, dans la plutôt à Dieu. Je peux vous lire les Actes des Apôtres, première épître aux Corinthiens de Paul. Paul le dit clairement. Les femmes doivent porter le voile pour montrer leur soumission. La religion qui a le plus théorisé sur le port du voile, c'est pas l'islam. Dans le Coran, vous n'avez pas grand-chose. Non, c'est la religion catholique. Voilà. D'accord, mais dans les faits. Dans les faits, je considère, et je le dis publiquement, qu'aujourd'hui, le voile, c'est une forme d'acceptation du patriarcat. Voilà. Mais ensuite, je suis respectueux de la liberté de conscience de chacun. Et je n'imagine pas un régime autoritaire où l'État se donnerait la possibilité d'interdire des formes d'expression religieuse, parce qu'on sait où on commence, on ne sait jamais où on finit. Voilà. Et la laïcité, c'est pas un athéisme d'État. Je suis athée, je veux pas imposer mon athéisme auto. Je pense que c'est aux croyants, à un moment donné, de prendre de la distance par rapport à des dogmes religieux qui, aujourd'hui, ne sont plus en phase avec, notamment, la libération de la femme. Pierre Ouzoulias, aujourd'hui, comment un communiste peut gérer, j'allais dire, les épreuves auxquelles nous sommes confrontés, qui sont les épreuves de la société, de l'histoire? Est-ce qu'il y a trop d'immigrés? Est-ce que la machine à intégrer qu'est l'école fonctionne bien comme elle a toujours fonctionné, parce que la République est d'abord une République intégratrice? Est-ce que cette machine est en panne? Et est-ce qu'il faut avoir le courage de dire, comme l'avait fait le maire de Vitry dans les années 60, je vous rappelle les souvenirs comme la fiche communiste, d'abord la France, voilà, consommant français, et puis à un moment donné, est-ce que cette immigration n'est pas un instrument que le patronat utilise pour payer encore moins cher le prolétariat français?
Alors sur la première question, est-ce que la République fonctionne encore bien dans la machine est intégrée. C'est ça. Et surtout sa capacité à garantir l'égalité des droits. Oui. Fondamental. Oui. Non. 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 Quand vous êtes dans une commune populaire comme Nanterre et une commune un peu moins populaire comme Neuilly dans les Hauts-de-Seine, je prends 2 exemples que je connais, vous n'avez pas le même accès aux droits. Vous n'avez pas le même accès à la santé, au transport, à l'éducation. Voilà. Et quand vous êtes une famille dont les parents sont originaires d'autres pays, vous avez l'impression que vous êtes un sous-citoyen ou une sous-citoyenne parce que vos profs sont pas remplacés, parce que les transports sont défaillants, parce que c'est compliqué de se soigner, alors que quand vous faites quelques kilomètres vers l'est en allant à Neuilly, là, tout est beaucoup plus facile. Donc, l'intégration doit se faire par une exigence républicaine absolue, celle de l'égalité des droits. Quel que soit l'endroit où je me trouve en France métropolitaine et encore plus dans les Outre-mer, je dois avoir la même facilité d'accès aux services publics. C'est fondamental. Et cette promesse républicaine aujourd'hui n'est pas respectée. Avec une insolence folle, je vais vous dire, et je vous le dis amicalement, c'est facile à dire, monsieur le sénateur. Comment on l'applique aujourd'hui? C'est ce que vous dites, bien sûr. On en est où? Je vous donne un chiffre que je ressors souvent. À la fin des années 60, 69, 70, 71, donc fin du gaullisme, début de Pompidou, 17% des jeunes issus de la classe ouvrière accédaient aux grandes écoles, aux hautes écoles. On est à 4,5 et pourtant l'évolution sociale, le progrès a marché. Comment se fait-il que cette France du gaullisme et du Pompidou, qui était une droite un petit peu classique, ancienne, laissait plus de chance aux enfants des milieux modestes pour accéder aux hautes écoles qu'aujourd'hui? Vous avez entièrement raison. Vous avez entièrement raison. C'est un chiffre terrifiant. C'est un chiffre terrifiant. Alors on parle de l'ascenseur social. Là, oui, il est en panne. Fini. Il est en panne. Il est en panne très profondément. En sous-sol, il est en panne. Et puis on n'arrivera pas à le remonter. Et je crois que on a laissé faire une forme de guéotéisation sociale. Et les Hauts-de-Seine sont l'exemple de ça. Pourtant, vous êtes passé 2 fois au pouvoir. Alors, vous n'aviez pas tous les leviers en 81 et en 97. Oui, mais on ne s'est pas attaqué ce problème-là de façon suffisamment forte. Et ce qui fait sans doute que le message de la gauche aujourd'hui est brouillé. Parce qu'on n'a pas réussi, en effet. Elle le paye. Bien sûr, elle le paye. Mais quand vous prenez les Hauts-de-Seine, les Hauts-de-Seine, c'est la juste apposition de ghetto de riches et de ghetto de pauvres. Des populations qui s'excluent, qui ne peuvent plus vivre ensemble et qui sont dans une espèce d'affrontement et de rivalité. Ça, c'est quelque chose de terrifiant. Jusqu'à 1973, le Parti communiste faisait entre 20 et 25% des voix. Est-ce qu'aujourd'hui, sans que ce soit forcément la même sociologie, cette souffrance, cette détresse, cette colère, elle est représentée électoralement par le Front National puis le Rassemblement National? Est-ce que c'est votre clientèle qui a changé de crèmerie parce qu'ils estiment que vous n'étiez pas à côté de leur souffrance, peut-être pas forcément le Parti communiste tout seul, mais la gauche en général, et que ce discours du Rassemblement National et d'autres, c'est un peu ce qu'ils ont envie d'entendre aujourd'hui dans leur souffrance, qui définit mieux leur souffrance et leur détresse? Vous avez raison. La gauche a aujourd'hui oublié de parler à la classe populaire. À la classe populaire, à celle qui est privée de boulot, à celle qui a vu fermer ses usines. Et on est dans l'incapacité de leur présenter aujourd'hui un projet de société qui puisse les mobiliser pour un avenir dans lequel ils sont intégrés. Voilà, vous avez entièrement raison. La classe populaire, Pierre Ouzoulias, qui est aujourd'hui la classe moyenne. Le drame, c'est ça, c'est qu'il y a eu une vraie classe populaire. Il y a eu un prolétariat jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il y avait la classe moyenne. Et aujourd'hui, la classe moyenne, c'est le phénomène des gilets jaunes. Elle est en train de redevenir une classe populaire défavorisée. Bien sûr. Mais ce qui fait l'élection de Trump, c'est ça. C'est que la classe moyenne qui jusqu'à présent votait plutôt démocrate, d'un seul coup, elle a changé de bord, elle vote Trump, parce qu'elle se sent totalement déclassée. Elle vote Trump, elle vote Orban, elle vote Mélanie. Exactement, parce qu'elle se sent déclassée, parce qu'elle ne comprend plus. Alors, les logiques dans lesquelles nous sommes, logique mondialisée, logique européenne, logique de métropolisation. Ma famille est originaire de la Haute-Corrèze. Je vois très bien ce que c'est que habiter la Haute-Corrèze aujourd'hui. Quand vous êtes loin de tout. Quand le premier hôpital c'est Clermont-Ferrand à 1 heure de voiture, quand l'université c'est Bordeaux, etc. Les gens qui vivent là ne sont pas des fascistes.
Oui. Et surtout pas en Haute-Corrèze, avec ce qu'on a vécu. Mais ils ont le sentiment qu'ils ne sont plus écoutés, et qui sont les parias de la République. Donc il faut un discours de gauche qui les réintègre dans ce que j'appellerais le réenchantement de la République, une République qui s'adresse à tout le monde. Nous sommes avec Pierre Ouzoulias, sénateur communiste des Hauts-de-Seine, qui nous tient un discours, j'allais dire, bouleversant, de franchise et de sincérité. On a Chantal qui nous appelle de Bastia, on la prend dans 3 minutes, et vous continuez à nous appeler au 0826 300 300 pour vous voyez, c'est un sénateur qui répond aux questions, donc faut en profiter tout de suite. Il est 13h46, Perico Légas et Maude Koffler reçoivent Pierre Ouzoulias, sénateur original, libre penseur, franc-parleur des Hauts-de-Seine. Et nous avons Chantal qui nous appelle de Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour Perico. Je vous écoute. Bonjour Chantal. Monsieur le sénateur. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Je voudrais juste remettre un petit peu l'église au milieu du village, Monsieur le sénateur. Chez les catholiques, les petites filles ne portaient pas le foulard. Chez les catholiques et chez les juifs et même chez les grecs et les romains, c'était les femmes mariées qui portaient le foulard et pas les petites filles. Ça, c'est un premier point. Et ça a toujours existé, le foulard, il a tout à fait raison. Deuxièmement, c'est vrai que c'est la France rurale qui est oubliée aujourd'hui, que ce soit au niveau des transports, de la santé et de l'éducation. Mais moi, je vous appelle pas pour ça. Je voulais vous dire que l'abstentionnisme est le premier parti de France aujourd'hui. Les gens ne votent plus. Moi, en 2024, c'est la première fois de ma vie où je ne suis pas allé voter pour les législatives. Parce que on en a un peu marre de toutes ces soupes, ce mélange, on se met ensemble pour battre contre le RN, contre ci, contre ça. Moi, j'aimerais voter pour quelque chose, pour un programme. Et je voudrais quand même remercier aussi le Parti communiste. Et je ne suis pas communiste, je le redis, parce que quand on voit les votes, parce que parler c'est bien, mais après il faut voir le concret. Le Parti communiste avait voté contre lors du congrès pour le traité de Lisbonne, c'est-à-dire que le Parti communiste avait suivi le référendum populaire. Oui, très bien. Et le Parti communiste, donc ça il faut quand même le dire. Et aussi, ils ont été ceux, au niveau de l'Assemblée nationale, qui ont voté contre avec LFI, je ne suis pas LFI non plus, ont voté contre les accords bilatéraux, pour l'Ukraine, à savoir que si on devait être soumis à ce qui passait en Ukraine. Et pour ça, je voudrais remercier le Parti communiste pour ses positions, pour son courage. Après, ce que je reproche, à tous ces gens, c'est d'essayer de se mettre ensemble et nous, électeurs, électrices, on en a ras-le-bol. Défendez votre programme. Et on votera pour vous, que ce soit le LR, le RN, les souverainistes qui n'ont pas beaucoup la parole malheureusement, ou tous les autres. Moi, vous savez, la droite, la gauche, je n'y crois plus depuis longtemps. Vous l'avez bien dit, maintenant on est dans un mondialiste. Donc moi, je suis souverainiste et j'espère qu'on pensera à la France, à nos paysans et à tous ceux qui se battent aujourd'hui et demain, aux gilets jaunes. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cet abstentionnisme qui est le premier parti de France? Message reçu, Chantal. Pierre Ouzoulias vous répond. Oui, c'est le symptôme de tout ce que vous avez décrit, c'est-à-dire que les gens ont du mal à se situer. Je pense que le macronisme a fait beaucoup de mal dans le sens où les gens ont pu estimer que finalement droite et gauche c'était plus des repères. Droite et gauche en France, c'est consubstantiel de ce que nous sommes depuis 1789. Il y a la gauche et il y a la droite, et je crois qu'il faut que de nouveau elle soit parfaitement identifiée. L'extrême centre macroniste, on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, l'épisode est bouclé. Le bilan est douloureux. Le bilan est catastrophique. Donc il faut redonner des repères de gauche et de droite, ce qui ne veut pas dire que les deux camps sont dans l'incapacité totale de travailler ensemble. Au Sénat, je me retrouve de temps en temps avec mes collègues de droite pour défendre des choses que nous estimons tout à fait essentielles. Mais encore une fois, il y a des repères de gauche et des repères de droite. Et le problème de la gauche, c'est qu'elle n'a pas suffisamment marqué ce à quoi elle était profondément attachée. Et notamment une vision populaire de la France, une vision qui est liée au travail.
à la dignité du travail. Il faut redonner sa dignité au travail. Des gens qui sont fiers de travailler pour gagner leur salaire et être indépendants, ça c'est quelque chose de noble. Malheureusement, on constate aujourd'hui que c'est de moins en moins vrai, parce que des travailleurs pauvres, il y en a, alors là, ici, dans les Hauts-de-Seine, partout. Peut-être un peu moins ici qu'ailleurs. Mais malheureusement, il y en a partout des gens qui travaillent la journée et qui dorment la nuit dans leur voiture. Comment on peut accepter ça ? Ça, c'est des choses, mais qui me rend furieux. On ne peut pas accepter ça. Pierre Ouzoulias, le wokisme est une évolution, une déviance de la gauche ou c'est pas de la gauche ? Non, c'est pas de la gauche. Il peut y avoir quelques confusions, on est d'accord. Ah ben bien sûr, parce que certains d'entre eux se réclament de gauche, mais au cœur du message de gauche, il y a l'universalisme. C'est-à-dire que considérer que ce qui compte, c'est le progrès du genre humain dans son ensemble. Et le wokisme, c'est une forme de tribalisme. C'est-à-dire que on défend sa petite tribu, voilà, qu'on distingue bien parfaitement des autres, voilà, en considérant que ce qui compte, c'est d'abord le salut de sa petite tribu dans un grand tout qu'on ignore. Dans ce que veut la gauche, il y a un projet collectif d'émancipation humaine et qui est fondamental. Qui est fondamental. Et alors, pendant longtemps, il s'est exprimé pour la classe ouvrière, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. C'est pas prolétaires de tous les pays, de telle couleur, de telle religion, etc. Non, c'est tout le monde. C'est tout le monde, c'est toutes les personnes qui sont dans un rapport de production qui fait qu'ils sont soumis au capital. Voilà, c'est du marxisme de base. Je suis désolé, je vous le débite comme ça, mais c'est fondamental. C'est une définition qui Et donc dans le wokisme, il n'y a plus ce projet collectif. Il n'y a plus rien. Ce qui compte, c'est la reconnaissance des individus pour eux-mêmes, c'est-à-dire ce qui fait leur différence par rapport aux autres. Il n'y a plus d'universalisme. Alors pour autant, Pierre Ouzoulias, aujourd'hui on voit bien que la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon en particulier, a, j'allais dire, fait une forme de chasse électorale du côté de nos compatriotes et nos compatriotes musulmans, français bien entendu, en leur disant, vous êtes, à cause de la laïcité, vous êtes dénigrés, vous êtes mal aimés, vous êtes incompris, venez chez nous à la France insoumise, on préservera vos droits, on respectera cet identitarisme et on vous laissera exercer votre culte au-delà de ce que les lois de la laïcité prévoient en 1905. C'est une position que vous condamnez, qui vous inquiète, vous en avez discuté avec eux plusieurs fois. Discuter avec eux, c'est difficile. Mais ça en dit long déjà. Plusieurs choses. Que les Français de confession musulmane soient soumis à discrimination du fait de leur religion, oui. Qui sont nos compatriotes à part entière, il n'y a pas le moindre doute. Oui, ils sont soumis à la discrimination du fait de leur religion, c'est évident. C'est évident, et je le regrette. Ensuite, le message républicain s'adresse à tout le monde, indépendamment de la religion, de la couleur de la peau et de votre origine. Ce que la République veut, c'est que vous accédiez pleinement à votre métier de citoyen, que vous pouvez exercer de façon totale, complète, sans aucune tutelle, ni religieuse, ni étatique. Et ça, là-dessus, c'est sans doute quelque chose qui nous distingue de la France insoumise. Par erreur d'interprétation, d'encourager le séparatisme. On est bien d'accord sur la limite qu'il ne faut pas franchir. Mais non, parce que là, c'était une personne de Corse qui nous parlait. Non, la République, elle est indivisible. On ne peut pas distinguer au sein de la République des communautés qui pourraient avoir des droits particuliers. Ça, c'est pas possible. En même temps, monsieur le sénateur, quand vous voyez un sondage comme celui paru, je crois, un sondage de l'IFOP sur les musulmans de France, plus de 30% des jeunes musulmans qui adhèrent à une idéologie radicale des frères musulmans, est-ce que vous ne dites pas quand même qu'on a raté quelque chose avec la communauté musulmane, parce qu'on parle de nos compatriotes musulmans, etc., qui sont discriminés, etc., toutes les religions le sont en France. Là, est-ce que vous ne dites pas quand même qu'on a raté un coche ? Ou qui considèrent que l'islam passe avant les lois de la République. C'est plus large que ça. Il y a un repli vers une forme d'identitarisme religieux qui ne concerne pas seulement les musulmans. Les chrétiens aussi. On parle des musulmans. Je suis d'accord, mais moi je vous renvoie aux chrétiens, parce que j'oublie personne. Comme disait Coluche, il y en aura pour tout le monde. Quand vous regardez de l'autre côté des États-Unis, Vance a fait hier ou avant-hier une déclaration pour devenir futur président des États-Unis. Il se présente comme
nationalistes chrétiens. Oui. Il y a un retour vers l'affirmation religieuse qui me fait très peur, d'où qu'elle vienne. Des musulmans, vous avez raison, mais aussi des catholiques. Et avec la crèche d'Asnières, je peux vous assurer que j'ai testé le dynamisme d'une frange, c'est pas tout le monde, du catholicisme qui considère que la laïcité c'est bien, mais pour les religions des autres. Et que la leur, elle doit être à part, parce que c'est la République est la fille aînée de l'Église, etc. Vous connaissez le discours. Tout à fait. Donc la laïcité, c'est pour toutes les autres, mais ma religion chrétienne, elle doit être reconnue, parce qu'elle est supérieure à toutes les autres. Voilà, ça, c'est un discours que j'entends de plus en plus, et qui m'est absolument impossible à entendre. Ça, c'est pas possible. Mais vous répondez pas tellement à la question. Est-ce qu'on a répondu ? Bah oui, mais si, je vous ai répondu. Mais parce que je pense que si les gens se réfugient dans leur religion, dans ce qu'ils ont de plus particulier, c'est que nous sommes dans l'incapacité de leur proposer un projet collectif d'émancipation. Et jusqu'à présent, c'était le projet républicain, en disant la République va vous apporter des droits qui va vous permettre de vivre comme les autres, d'une part, mais aussi de vous ouvrir l'esprit. C'est le but de l'école républicaine. L'école laïque, elle fait ça. C'est son objectif. Et ça, nous le faisons plus. Ferdinand Buisson disait en 1905, l'école de la République, elle doit former des républicains. Nous devons reformer des républicains. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié. En tout cas, une mission auquel peut s'atteler le Parti communiste, renouvelé, rajeuni, qui pour vous est toujours d'actualité et qui a son mot à dire. Monsieur le sénateur, merci d'être venu aujourd'hui passer une heure avec nous. Je vous réinviterai parce que vous êtes archéologue. Je voudrais qu'un jour on consacre une émission aux racines romaines de la France républicaine, les pagus, les territoires. On est en train de les effacer. La réforme régionale a un peu tué tout ça. Et je suis sûr qu'en faisant un petit peu d'histoire, en remontant à cette époque, on retrouvera peut-être une certaine partie des fondements de ce qui fait la France unie, la France qu'on aime. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Bonne fête de fin d'année. Voilà. Joyeux Noël. Merci. Alors, et le Père Noël. Perico, bah oui. Le sénateur nous souhaite joyeux Noël, ça tombe bien. Le vainqueur du cadeau de Noël, d'aujourd'hui de la France dans tous ses états. Le cadeau du sapin de Noël de Sud Radio, c'est une machine à glace Creamy Swirl de la marque Ninja. Et le regagnant de cette qui avait donc c'est Joël. C'est Joël qui a envoyé sapin par SMS au 72018 et c'est Joël qui a gagné qui recevra un message de Sud Radio. On n'a pas pu l'avoir en ligne, mais en tout cas il aura sa machine. Bravo Joël de nous écouter fidèlement, c'est ce qui vous a permis de remporter ce cadeau. Et donc chers auditeurs, si vous souhaitez vous aussi remporter des cadeaux jusqu'à mercredi si je ne m'abuse, écoutez Sud Radio toute la journée, tentez votre chance dans chaque émission. Très bonne journée à tous, bonne émission avec Brigitte Lahaye et à demain.